Martinique Actualité. Ce 52e Tour cycliste de la Martinique a été un bon cru pour la Martinique. 4 victoires d'étape et la victoire finale. C'est en effet Eddy Michel Cademart qui a remporté ce tour. Il fait partie du club Madinina Bikers. On parle beaucoup du vainqueur du Tour cycliste de Martinique. On parle beaucoup moins du second. Il s'agit de Diego Soraka Cabezas, un Colombien qui évolue dans l'équipe de la pédale pilotine, celui-là même qui a gagné le Tour l'année dernière et dont la présence a fait polémique cette année. On s'en souvient. Il est évident que si il avait gagné le Tour, les commentaires auraient été bon train et que la polémique sur la présence de coureurs étrangers dans les équipes martiniquaises se serait développée de plus belle, au point que certains se demandent si ce n'est pas volontairement que Soraka Cabezas n'a pas gagné ce Tour. La délégation territoriale de la Croix-Rouge française en Martinique, dans le cadre de ses actions d'aller vers et de proximité, lance sa caravane du Sud. Son premier arrêt s'est fait aujourd'hui, 17 juillet, aux Trois-Îlets, pour cette première étape en partenariat avec la ville des Trois-Îlets et son CCAS. La Croix-Rouge a accueilli dans son village la population de 8h30 à 12h30 sur la place Gabriel Ayotte en face de l'église. Ce sont plus de 30 bénévoles et salariés qui animent les stands du village. Rappelons que la Croix-Rouge française agit avant, pendant et après les crises et les détresses individuelles. Elle peut l'appliquer toute l'année grâce à ses volontaires, bénévoles et salariés. Ces 7 principes sur un socle composé de 3 piliers: prévenir et éduquer, protéger, relever en rétablissant le lien social. Le maire de la ville du Lamentin organise une conférence débat sur le thème « Construisons l'avenir de l'agriculture vers l'agroécologie, l'autonomie alimentaire de la Martinique par l'agroécologie » le mercredi 19 juillet à 18h dans le hall de l'hôtel de ville. Cette réunion publique sera animée par Nicaise Monrose, conseiller exécutif en charge de l'agriculture et de l'alimentation à la collectivité territoriale de Martinique et président du PARM, pôle agro-ressources et de recherche de Martinique. À l'occasion du CIOM, le comité interministériel des Outre-mer, la CTM, va demander à ceux que soient domiciliés dans les régions ultrapériphériques un certain nombre de pouvoirs qui relèvent jusqu'ici du seul pouvoir de l'État. Par exemple, elle sollicite de pouvoir délivrer des visas économiques aux sociétés qui souhaitent investir sur notre territoire. Elle réclame également de pouvoir gérer seule le Poséidum, c'est-à-dire les fonds que l'Europe et la France mettent à la disposition des régions ultrapériphériques pour développer leur agriculture. La CTM souhaite également se voir attribuer les pouvoirs de la SAFER, en particulier son droit de préemption sur toutes les terres agricoles qui se vendent sur le territoire. La CTM va demander également au gouvernement de lui attribuer la gouvernance du Grand Port. On sait que son candidat aux élections pour la présidence du Grand Port, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, a été récemment battu par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Main, Philippe Joc. Le journal Le Monde, qui a la réputation d'être un journal sérieux, affirme que des dissensions existent entre Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer, auprès du ministre de l'Intérieur et précisément le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le quotidien affirme également que M. Carenco a commis un certain nombre d'erreurs, autant de choses qui font penser qu'il ne restera plus guère longtemps au gouvernement. Et nous avons reçu de l'UPLG, l'Union pour la libération de la Guadeloupe, un long communiqué dans lequel on peut lire notamment ceci: non à la répression antisyndicale.
pas manier Domota. Libération immédiate des grands frères. Depuis plus d'une année, un certain nombre de Guadeloupéens, les grands frères, croupissent dans les geôles françaises pour les suspicions de préparation de coups contre l'ordre public. Ils sont toujours en prison sans jugement parce que la justice française cherche encore des éléments à leur reprocher. C'est ce que le pouvoir colonial a trouvé pour discréditer le mouvement de contestation qui a embrasé la Guadeloupe en novembre 2021. Le dénigrement et le mépris exprimés par un avocat de la défense d'un emprisonné contre les dirigeants syndicaux et Élie Domota en particulier ne servent pas la cause guadeloupéenne et ne feront pas avancer le dossier de son client. L'UPLG appelle l'ensemble du peuple guadeloupéen à s'opposer à toute cette campagne antisyndicale. La situation que vit la Guadeloupe et les conséquences que nous subissons sont créées par le système en place. Nous ne pouvons en sortir que si nous sommes unis et solidaires. Libération et fin des poursuites contre les grands frères. Unité et solidarité, fin de citation. Et c'est signé UPLG, l'Union pour la libération de la Guadeloupe. 7 Français sur 10 sont favorables à la suspension de l'excuse de minorité pour les émeutiers. L'excuse de minorité assurée par le Code pénal stipule qu'un mineur ne pourra jamais encourir plus de la moitié de la peine d'un majeur. Le sondage précise que les femmes et les seniors sont légèrement plus enclins à vouloir protéger cette spécificité pour les mineurs. Les catégories socio-professionnelles les moins privilégiées y sont par contre les plus favorables. Jeudi soir, au Lamentin, une soixantaine de gendarmes et de policiers ont réalisé une vaste opération de contrôle des véhicules. 93 voitures ont été contrôlées et 16 infractions verbalisées. 6 véhicules ont été immobilisés et placés en fourrière. Les infractions sont les suivantes. 2 personnes sous l'empire d'un état alcoolique, 2 personnes contrôlées positives aux stupéfiants, une interpellation pour conduite malgré une suspension de permis et défaut d'assurance, 6 défauts d'assurance, 2 défauts de mutation de carte grise, un défaut de ceinture, un défaut de contrôle technique, un défaut de permis. Et dans le cadre du déploiement du flamboyant des parents, la ville de Schoelcher organise des ateliers à destination des parents d'enfants de moins de 6 ans durant les mois de juillet et août. Que vous soyez parents ou amis intervenant de près ou de loin auprès d'enfants âgés de 0 à 6 ans, ces ateliers sont donc pour vous. Actuellement, l'industrie textile est le 5e secteur d'activité le plus polluant au monde. Entre 2000 et 2014, le nombre moyen de vêtements achetés par un individu a doublé. La quantité de déchets textiles a augmenté de 40% en 30 ans, un phénomène accéléré par la fast fashion, à savoir le renouvellement très rapide des collections de vêtements peu coûteux. L'industrie textile consomme en outre beaucoup d'énergie et d'eau. On estime qu'il faut entre 7 000 et 11 000 litres d'eau pour la fabrication d'un seul jean à base de coton. Des quantités considérables d'engrais et de pesticides sont également utilisés pour faire pousser les fibres et des métaux lourds, phtalates et colorants sont nécessaires pour les transformer. Parmi les 92 mégatonnes de déchets textiles produits par an, une grande partie est brûlée ou envoyée dans les décharges. Seulement 14% de ces déchets sont réutilisés en seconde main ou recyclés pour le rembourrage de matelas et la fabrication de panneaux d'isolation. 1% est transformé en nouvelles fibres textiles. Le recyclage du textile est aujourd'hui très coûteux, pourtant il est indispensable de le développer pour des raisons écologiques évidentes. La solution serait de fabriquer à partir du textile des matériaux à haute valeur ajoutée, ce qui permettrait de compenser les coûts et de favoriser le développement de la filière. On sait déjà élaborer de nouvelles fibres à partir de vieux tissus en coton ou en viscose,
Mais on cherche à utiliser les déchets textiles pour créer de nouveaux matériaux à l'échelle industrielle. Ils pourraient notamment servir à l'isolation thermique et acoustique dans le bâtiment et dans le secteur du transport. Ils pourraient également être transformés en biomatériaux et être utilisés en tant que matrice contenant des médicaments ou des engrais ou pour la fabrication de pansements antibactériens. La municipalité de Rivière-Salée invite les nouveaux bacheliers de la session 2023, toutes filières confondues, à s'inscrire sur le site internet de la ville en vue de la réception qui sera donnée en leur honneur le vendredi 28 juillet. Proposé en 2022 par la Commission européenne, un projet de règlement prévoit de ramener 20% des terres et des mers dégradées de l'Union européenne à leur état d'origine d'ici à 2030. Face aux craintes exprimées par une partie de l'hémicycle sur de possibles effets néfastes pour l'agriculture et la pêche, aucune majorité n'a pu se dégager en commission parlementaire. Fait inhabituel, c'est donc le compromis récemment adopté par les 27 au Conseil qui sera soumis aux députés européens en plénière. Ces derniers voteront tout d'abord mercredi pour déterminer si une majorité se dégage en faveur d'un rejet pur et simple du texte. Dans le cas contraire, ils voteront sur les amendements proposés par les groupes politiques ou au moins 36 députés. L'association Famille Rurale de Sainte-Anne organise, dans le cadre de la caravane Sport Jeunesse, initiée par le CETOSMA, une semaine de cours de natation à l'intention des jeunes de 7 à 14 ans, d'aujourd'hui lundi 17 au vendredi 21 juillet. Les séances sont gratuites. La Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre fête cette année ses 30 ans. Ils étaient 13 à répondre à l'appel de la première édition en 1993. Ils seront 200 le 29 octobre à s'élancer du Havre pour rejoindre Fort-de-France. Ces 100 duos inscrits en classe 40, Océane 50, IMOCA et Ultime 3223 sont la plus belle preuve de la vitalité de la route du café, celle qui s'est imposée comme la transat en double dans le calendrier de la course au large depuis 30 ans. Créatrice du segment des cafés de pure origine, la marque Jacques Vabre débarque dans la voile de compétition en 1993 en lançant, en partenariat avec la ville du Havre, une nouvelle course à travers l'Atlantique. Ce sera la route du café qui, dès le début, a eu pour ambition de célébrer la richesse des terroirs de café ainsi que les hommes qui en prennent soin, tout en faisant rêver autour d'une aventure humaine et sportive extraordinaire. Ce sera d'ailleurs le nom officiel de la première édition entre Le Havre et Carthagène en Colombie, deux destinations intimement liées au commerce du café et inédites en course au large. 13 marins s'élancent le 31 octobre 1993. Certains sont là pour le sport, d'autres pour l'aventure. De cette première édition initiatique, on retient bien sûr le vainqueur, Paul Vatine, qui gagne là sa première transat Jacques Vabre avant de doubler la mise en 1995 aux côtés de Roland Jourdain. En 1995 précisément, pour professionnaliser l'organisation, Jacques Vabre et la ville du Havre, qui a élu son nouveau maire Antoine Ruffenacht, font appel à Gérard Petitpas, qui débarque avec quelques idées fortes, passage du solitaire au double, maintien du parcours originel, mais point de passage à Saint-Barth pour canaliser la flotte, et maintenir le suspense dans les Caraïbes, rythme biannuel et nouveau nom. La route du café devient la Transat Jacques Vabre et ne dérogera plus jamais aux fondamentaux de 1995. De 1995 à 2023, la Transat Jacques Vabre restera toujours fidèle au Havre et s'en ira visiter de nombreuses terres de café, Carthagène, Salvador de Bahia, Itajaí, Puerto Limón et depuis 2021, Fort-de-France en Martinique. Marquée par le sceau du voyage, elle relève des destinations inconnues du grand public.
à Basse-Pointe à l'occasion de la fête de la commune. La traditionnelle parade des officiels et des associations a été particulièrement originale puisqu'elle était précédée d'une parade de véhicules de collection. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.